Bonsoir à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Ce soir, nous allons parler des robots. Des robots, dans la sphère professionnelle, ils se sont multipliés. La cobotique, coexistence tant annoncée, fantasmée, redoutée aussi, semble de plus en plus proche. Et que ces machines intelligentes suscitent la fascination ou l'appréhension, elles interrogent nécessairement. Aujourd'hui, Google réalise un chiffre d'affaires comparable à celui de Saint-Gobain avec 4 fois moins de salariés. Alors faut-il en déduire que les technologies accentuent la rareté de l'emploi ou au contraire autorisent-elles de nouvelles manières de produire, d'apprendre et de travailler ensemble? Finalement, est-ce qu'il ne convient pas de se dégager de tout manichéisme et de repenser la relation entre l'homme et le robot au travail? Autant de questions que nous allons évoquer dans le cadre de ce mardi organisé en partenariat avec la chaire de recherche des Bernardins. Et autour de cette table, pour en parler, nous recevons tout d'abord Jean-Baptiste Defoucault. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur du Pacte civique et membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. Et au cours de votre parcours professionnel, mais aussi dans vos livres, vous vous êtes beaucoup interrogé sur la question de l'emploi, du chômage, de la crise du lien social et derrière tout cela, le sens du travail pour l'homme. On en parlera de ce sens. Je précise que vous êtes aussi à l'origine de Solidarité Nouvelle face au chômage. Avec nous également Jacques-François Marchandise. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur de la chaire des Bernardins et directeur de la recherche et de la prospective de ce qu'on appelle la FING. Alors la FING, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération, c'est bien ça. Oui. Et vous êtes vous aussi beaucoup interrogé sur la question de l'emploi à l'ère du numérique, cherchant à analyser si nous évoluons vers des chemins d'émancipation, de construction ou au contraire de précarité et d'isolement. Autour de ce plateau également, Michel Lallemand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste de la sociologie du travail et de l'emploi. Vous avez récemment publié au Seuil ce livre que je montre à l'écran, L'âge du fer, Hacking, Travail, Anarchie. Et vous avez également mené divers travaux sur les transformations du travail et la nouvelle grammaire de ce que l'on a coutume d'appeler le vivre ensemble. Enfin, nous sommes heureux d'accueillir Catherine Simon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente d'InnoRobot. Alors, qu'est-ce que c'est InnoRobot? C'est le grand rendez-vous international des innovations robotiques. Vous dirigez aussi InnoEco, une société qui parie sur la robotique. Et vous soulignez aussi, même si vous êtes plutôt enthousiaste, vous avez néanmoins un regard critique parfois sur la robotique. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, on va commencer avec vous d'ailleurs, peut-être pour poser les termes du débat. Qu'est-ce qu'on entend par robot? Parce qu'on entend parler à tort et à travers des robots et des machines intelligentes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors un robot, c'est assez simple finalement. C'est un système composé de 3 éléments. Le premier, ce sont des capteurs. Ces capteurs vont attraper des données de l'environnement, des données de l'être humain à côté, etc. Après, vous avez le deuxième élément, c'est un processeur qui soit intégré à une machine et à ce moment-là, vous pouvez aller vers le robot humanoïde ou vers le robot aspirateur. C'est aussi un robot. Et ce processeur va analyser les données qui ont été captées par les capteurs. Et le troisième, c'est l'actionneur. C'est ce qui différencie quelque part un robot d'un PC ou d'une tablette ou d'un téléphone mobile, même s'il se robotise. L'actionneur, ça permet à Internet et aux robots d'avoir une action sur le monde physique. Donc voilà, donc une action d'attraper, de bouger, d'être en mobilité. Voilà. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on appelle la machinisation? Alors avant, vous aviez les robots. Alors les robots, on essaye de segmenter cette catégorie alors que c'est un ensemble de technologies qui, ensemble, font cette action sur le monde physique automatisée de façon semi-autonome ou complètement autonome. Mais avant, on parlait de la robotique, notamment de la robotique industrielle. Et cette robotique industrielle, c'est plutôt des automates, c'est-à-dire qu'ils ont peu de prise de décision de façon autonome ou semi-autonome. C'est bêtement des machines qui répètent toujours instantanément le même geste. Alors, vous parliez d'avant, justement. Avant, on avait le sentiment, peut-être, en tout cas pendant la période des 30 Glorieuses, qui était une période de plein emploi, qu'il y avait un certain enthousiasme de la part des consommateurs. On a ce fameux slogan qui est resté Moulinex libère la femme, que la machine était perçue comme un vecteur de libération. Or, aujourd'hui, on perçoit plutôt, de la part de certains, du moins, pas de tous, une forme d'appréhension, de réserve, de réticence. Michel Lallemand, comment est-ce que vous expliquez ce renversement? Je pense qu'il y a une angoisse sourde qui est commune à beaucoup de gens qui ont des emplois. Et cette angoisse, elle se lie historiquement à travers différents mouvements. On pense aux premiers mouvements des ludistes, qui ont été les premiers à se rebeller contre les risques de perte d'emploi qu'introduisait la machine.
Mais il faut bien avoir en tête que, y compris un grand théoricien comme Karl Marx, au fond, l'essentiel de sa théorie des crises est fondé sur l'idée que les machines vont remplacer le travail des hommes. Et donc cette idée que la machine va remplacer le travail des hommes est récurrente, tout simplement parce que à chaque fois qu'on vit une nouvelle révolution de type technologique, se pose la question du possible. Est-ce que ces machines vont être un soulagement par rapport au travail que l'on fait? Et je pense que c'est un des enjeux, bien sûr, de la robotique. Mais est-ce qu'en même temps, ça ne va pas prendre mon emploi? Ce que je ne crois pas, hein, je vous le dis immédiatement. Mais on voit bien que, par exemple, quelqu'un comme Jeremy Rifkin, économiste américain à la fin des années 90, avait prédit la fin du travail sur le fait qu'une nouvelle vague de technologie arrivait. Et donc, il pensait que le fameux effet de déversement, qui consiste au fond à remplacer des nouveaux emplois par des anciens emplois par des nouveaux, eh bien, ne marchait plus. En fait, je pense que l'histoire récente, en tous les cas, lui a donné tort. Alors, vous l'avez dit vous-même, hein, est-ce que ça ne va pas prendre mon emploi? C'est vrai que si la robotisation inquiète, c'est aussi parce qu'elle surgit dans un domaine qui globalement et indépendamment des robots, suscite aujourd'hui l'inquiétude, à savoir le domaine de l'emploi. L'idée selon laquelle la machine nous vole nos emplois revient un peu tel un leitmotiv. Alors, Jean-Baptiste de Foucauld, pourquoi tout ce qui touche à l'emploi inquiète tant l'homme? Quelque part, de quoi se sent-il privé? Je pense que le monde moderne a fait du travail un facteur essentiel de l'identité de chacun. Trop d'ailleurs, à mon avis. On joue trop sur le travail parce que les valeurs de référence plus générales, plus spirituelles jouent un rôle moins grand. Donc c'est par le travail qu'on obtient la reconnaissance des autres, puisque l'horizon d'un Dieu qui serait... au fond, celui qui vous reconnaîtrait en premier est beaucoup moins présent. Donc le travail, c'est devenu... c'est ce qui a créé le monde moderne. Moi, j'avais remarqué que dans le monde ancien, réussir sa vie, c'était réussir à ne pas travailler et à vivre d'une rente. Ce qui a créé la modernité, c'est qu'on a réussi à démontrer que par le travail productif, par les gains de productivité, on pouvait améliorer la condition humaine. Alors, il y a une dimension de reconnaissance, il y a aussi une fonction spirituelle dans le travail que vous avez décrite. Alors, je pense qu'il y a plusieurs fonctions dans le travail. Oui, c'est important de bien voir que ça agrège des fonctions vitales, des fonctions de promotion sociale, de reconnaissance, de goût du pouvoir, des fonctions artistiques éventuellement, et une fonction spirituelle qui est de participer au plan divin, à la création, pour ceux qui y croient. Et je pense que c'est important, je pense que plus la vie a du sens, plus on donne du sens à son travail. Comme aujourd'hui, la question du sens est quand même une question qui est à la fois très aiguë, notamment chez les personnes au chômage. Ce qu'on oublie toujours, c'est que la question du sens, elle peut être éludée par les personnes qui ont une vie à peu près normale, avec un bon travail, des bons revenus, etc. Les personnes, on les voit dans le cadre de Solidarité Nouvelle face au chômage, qui sont confrontées à des problèmes de rapport à elles-mêmes, de sens de leur vie extrêmement profonds. Et d'ailleurs, je fais une incidente, mais le couple exclusion-relativisme est un couple très détonnant dans nos sociétés. Être dans une situation d'exclusion, dans un système de valeurs complètement relativisé, où tout est possible, tout est un peu cynique, c'est appeler à l'intégration par l'intégrisme, voire au terrorisme. Alors, puisqu'on parle de l'emploi, Jacques-François Marchandise, quels impacts concrets les robots ont-ils sur le niveau de l'emploi et sur l'organisation du travail? Et peut-être peut-on faire une distinction entre travail, activité et emploi? Quel rôle joue la robotisation dans le brouillage entre ces trois termes? Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à l'ère des inquiétudes parce que, comme le mentionnait Michel Allemand, on pense substitution. On suppose qu'il va y avoir un remplacement des uns par les autres. Et on a du mal à se dire, au fond, au fil des années, les machines et donc les robots industriels pour commencer, ont considérablement favorisé le fait qu'il nous faut 10 fois moins d'efforts pour produire la même valeur qu'il y a 50 ans. Ce qui veut dire que potentiellement, on est dans une société incroyablement plus productive qu'il y a 50 ans, grâce aux machines, grâce aux robots, grâce à tous les dispositifs qui ont été mis en place. Là où on a une difficulté, c'est quand notre relation à ces machines est une relation soit de rivalité, soit de soumission. Quand, par exemple, moi, ça m'arrive
souvent depuis longtemps de visiter des usines, des plateaux d'appel, des choses comme ça. Quand on a l'impression que l'homme est soumis à la machine, c'est une difficulté assez forte. Quand on a l'impression, comme c'est venu dans certaines fictions, qu'on met en place des robots qui nous ressemblent et qui font mieux que nous, ce qui évidemment est très très loin d'être la règle de ce que nous allons voir comme dispositif robotisé, évidemment ça nous inquiète. Je vous interromps 2 secondes. Il y a des robots dont on a démontré qu'ils pouvaient peindre des toiles de maître aussi bien que les grands maîtres eux-mêmes. Mais oui, alors, est-ce qu'ils peignent des toiles de maître? Est-ce que ça va être un peu la question? Qu'est-ce que c'est que l'expérience d'un robot quand il peint une toile de maître? Qu'est-ce que c'est que sa relation aux autres? Donc c'est des sujets de travail, c'est des sujets d'interrogation. Non, je pense que par exemple dans le monde bancaire, le fait que le conseiller bancaire devienne un conseiller algorithmique nous inquiète fortement. Il y a d'autres chemins. Je pense qu'il faut travailler sur ces autres chemins. Il faut aussi se dire ça devrait être une bonne nouvelle que ces dispositifs fassent notre travail. Ça serait une bonne nouvelle si nous étions un peu plus sûrs de savoir maîtriser ce dont il s'agit. Alors pourquoi est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle parce que nous sommes les robots et au fond tout le numérique peuvent contribuer à ce que nous soyons dans une société toujours plus subie que nous ne comprenons pas. C'est une bonne nouvelle à partir du moment où les robots nous aident dans un processus où le numérique dans son ensemble nous aide dans un processus de construction de soi, de renforcement, de liberté d'action. En gros, nous ouvre des horizons au lieu de nous les fermer. Alors, si c'est pas une bonne nouvelle pour certains, du moins, parce qu'après tout dépend du point de vue, c'est aussi, on l'a dit, parce qu'on entend souvent dire que les robots détruisent des emplois. Vous l'entendez régulièrement prononcer, Catherine Simon, cette idée, voilà, tout le temps. Mais la presse et les médias sont très responsables aussi. Libération qui très récemment, bientôt 30% des travailleurs seront remplacés par des systèmes robotisés. Donc on peut concevoir que ça puisse être un peu anxiogène. Une étude du cabinet Roland Berger montrait en effet récemment que la robotisation pourrait menacer 3 millions d'emplois d'ici 2025. Est-ce que nos sociétés sont bien préparées à ça? Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un problème de pédagogie? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Je pense qu'il est important de s'affranchir de nos fantasmes, soit positifs, soit négatifs sur la robotique. Le positif, c'est le robot majordome qui va anticiper tous mes désirs, qui va m'aider dans ma vie quotidienne, qui va devenir un compagnon mieux qu'un compagnon humain quelque part, parce qu'il ne va jamais me dire non. Il va toujours être à mon service. Et le fantasme plutôt dans l'autre sens, où l'intelligence artificielle va tellement dépasser l'humain que les robots vont prendre le contrôle de nos vies. Je pense qu'il faut complètement dépasser ce débat. Et pour dépasser ce débat, il faut déjà s'affranchir de ça et donc savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, vous avez des robots industriels qui effectivement peuvent travailler en collaboration avec l'homme, enlever la pénibilité d'un certain nombre de tâches. Vous avez des robots de service qui sont en train d'arriver. Et là, la question se pose, sincèrement, de savoir si on veut que ces robots s'occupent de nos personnes âgées pendant qu'on va travailler, ou si on préfère qu'ils aillent faire notre travail pour que nous, on puisse avoir des relations et le temps de relation avec les personnes qu'on aime. Je pense que cette question-là, il faut se la poser. Et puis, vous avez les robots de service professionnels qui sont dans la logistique, le transport, etc. La raison de l'inquiétude plus forte peut-être aujourd'hui, c'est que quand vous avez eu le mouvement d'industrialisation, vous avez bien eu 42% de la population travailler dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 2%. Et vous avez eu un déplacement vers l'industrie. Après, avec le phénomène d'industrialisation et de la robotisation des industries, on a eu un déplacement vers les services. Et là, on se dit, la robotique, l'automatisme, Internet, tout ça, ça vient dans le monde des services. Et donc, où est-ce que je me déplace ? Puisque ça y est, je me suis déplacée de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie au service, c'est quoi mon prochain bond ? Et cette incertitude, cette peur du changement fait ça. Après, je suis d'accord avec M. de Foucault que mon travail ne doit pas être l'intégralité de mes valeurs et de mon sens et de mon identité. Si quand on pose la question de qui êtes-vous, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en général c'est la deuxième, je peux répondre, je me consacre à mon développement personnel où je lis et que ça soit pas honteux, ce serait pas mal.
Alors, vous avez pas mal parlé d'organisation du travail. C'est vrai qu'on se pose la question au plus haut niveau, que ce soit le ministère du Travail ou autre. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui a été demandé récemment, qui a été remis par M. Bruno Mettling, qu'on appelle le rapport Mettling, qui avance des pistes pour justement modifier un petit peu le code du travail afin de mieux prendre en compte toutes ces transformations, notamment la transformation numérique du travail. Michel Lallemand, comment, selon vous, est-ce qu'on peut prendre en compte les bouleversements qu'évoquait à l'instant Catherine Simon, mais ces bouleversements qui sont introduits dans la vie professionnelle, dans l'organisation, du fait du développement quasiment exponentiel des robots et des machines intelligentes? Alors, je pense que d'abord, pour répondre à cette question, il faut faire bien une différence qu'on a commencé à faire ici entre les questions d'emploi et les questions de travail. Je pense que là, on est bien d'accord sur cette idée-là. Je voudrais juste revenir très brièvement sur les questions d'emploi et puis revenir sur votre question. Sur les questions d'emploi, je pense qu'il faut quand même avoir en tête le fait qu'il y a simplement des données macroéconomiques ou statistiques qui montrent que là où la robotique est développée, c'est pas là qu'il y a forcément le maximum de taux de chômage. Donc l'emploi n'est pas sous la coupe immédiate d'une menace sombre qui serait celle de la robotique. Alors je parle sous contrôle de Catherine Simon, mais il suffit de comparer déjà l'équipement français-allemand. Les Allemands ne sont pas en retard, ils sont même en avance sur nous du point de vue de l'équipement robotique. Voilà, 2 fois plus de robots, et pour autant, on ne peut pas dire qu'il y ait 2 fois plus de chômeurs en Allemagne. Donc je pense que les données sont toujours utiles à redonner pour pouvoir effectivement se cadrer. Alors, vous avez raison, après il y a une autre dimension qui est la question du travail. Alors, première chose, ça vient d'être dit, mais je pense qu'il faut le redire avec force, c'est que quand même, il faut se remettre dans les années 60, il y avait toute une population qu'on appelait à l'époque population immigrée, avant de l'appeler autrement aujourd'hui, que l'on mettait avant tout sur les chaînes d'assemblage, de peinture, etc., et où les conditions de travail étaient particulièrement difficiles, en termes d'inhalation de plomb, enfin, toute forme de solvant qui avait des conséquences sur le système nerveux, sur la façon sur le système de santé de manière générale. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on ait une génération de robots qui sont en capacité de suppléer à ces tâches, qui est quand même des tâches pas forcément très, très épanouissantes, et c'est un euphémisme que de le dire. Donc aujourd'hui, du point de vue industriel, la robotique a quand même transformé toute une série de tâches, de peinture, de soudage, d'assemblage, etc., qui étaient quand même des tâches pénibles. Alors ce qui est vrai, et c'est là-dessus que le rapport Mettling attire notre attention, c'est que on passe à une nouvelle étape, comme vous le disiez juste à l'instant. On ne sait pas très bien où on va. Il me semble qu'il y a 2 dimensions que l'on peut pointer du doigt. La première, c'est le fait que, aujourd'hui, d'une certaine manière, la robotique se marie de façon originale avec l'informatique. Et que c'est ce qui m'a intéressé d'ailleurs dans ce livre que vous avez eu l'amabilité de présenter à l'instant. Il y a un nouveau mariage entre le numérique et puis le goût des gens d'utiliser les nouvelles technologies, y compris la robotique, pour pouvoir redonner un sens à ce qu'ils font dans un rapport immédiat avec la matière. Donc ce saut supplémentaire que vous évoquiez à l'instant, ça peut être aussi simplement un nouveau mariage, une nouvelle alliance entre nouvelles technologies et rapport à la matière pour redonner du sens à son travail, à ce que l'on fait, etc. Et certains nous expliquent que finalement on passe du moment des personal computers, c'est-à-dire l'ordinateur, aux personal fabricators. Vous voyez, donc on va pouvoir fabriquer, être maître d'outils de production chez soi. Ce qui pose la deuxième question, c'est les cadres habituels qui ont structuré notre société industrielle, avec des grandes oppositions entre le travail et le hors-travail, entre la production et la consommation, entre le temps du travail et le temps de la formation. Tout ça risque d'éclater complètement. Et donc, la question qu'il y a derrière, c'est faut-il réguler autrement, inventer de nouveaux droits sociaux dans cette façon de travailler qui est complètement nouvelle aujourd'hui. D'où ces réflexions, effectivement, sur la déconnexion au travail, etc. Alors, vous avez effectivement évoqué la question de la pénibilité. Effectivement, c'est une bonne nouvelle que des ouvriers soient plus dans des conditions de travail pénibles, des odeurs de solvant ou autres. Vous le disiez très justement, Jean-Baptiste de Foucault, dans l'Antiquité, les Grecs dépréciaient le travail qui, justement, était laissé aux non-citoyens, aux esclaves. Et le tournant chrétien, justement, semble avoir contribué à structurer notre société du travail sur ce lien travail-pénibilité en condamnant justement l'oisiveté. Donc finalement, est-ce qu'il s'agit de déconstruire certains schémas, de déconstruire ce lien entre travail et pénibilité qu'on avait tendance à avoir assimilé? C'est-à-dire dans l'univers chrétien, il y a quand même l'idée de la contemplation, quand même, l'idée du temps de méditation, de contemplation. Donc
Dans l'Évangile, il y a à la fois regarder les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et en même temps la parabole des talents. Il faut se débrouiller avec ces deux choses, qui ne disent pas la même chose, mais qui sont à concilier avec chacun. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour l'équilibre de vie monastique, où il y a au fond à la fois du temps de méditation, du temps de travail, et un travail qui est au fond organisé en fonction d'un système de valeurs. Voilà. Donc, mais vous savez, moi je pense qu'il y a quand même derrière tout ceci une source d'inquiétude profonde qui est que les gens ont le sentiment juste que le mode de fonctionnement du capitalisme actuel est quand même profondément déséquilibré. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une pression permanente de l'actionnaire et du consommateur que nous sommes tous pour pressurer la masse salariale. Et avec un système qui, au fond, est moins au service de l'homme, qui met l'homme à son service, et avec un certain nombre de bénéficiaires qui manipulent quand même des taux de profit élevés. Google, quand même, est-il normal que Google ait un taux de bénéfice qui soit le quart de son chiffre d'affaires? Ça ne va pas, il y a un problème quelque part quand même. Soit le marché fonctionne mal, en plus on sait que sur le plan fiscal, il y a quelques sujets, il y a un problème. Donc je pense que pour réussir l'accompagnement de la révolution, comme disent certains, la révolution, pour réussir cet accompagnement, il faut travailler en même temps sur mettre en place de nouvelles régulations du capitalisme, avoir un actionnariat plus responsable, une consommation plus responsable, et j'ajouterai une disposition fiscale que je me tue à essayer avec mes amis du pacte civique de développer, qui est que le taux de taxation des bénéfices devrait être proportionnel, devrait être progressif en fonction du taux de rentabilité. Alors vous parlez de régulation, il y a aussi des idées sur le revenu universel de base, quelque chose dont on a pas mal parlé, qui est déjà expérimenté en Alaska ou à Utrecht. Ça vous paraît être une bonne solution? C'est un autre gros sujet. Oui, alors certains disent qu'on peut... C'est un autre débat pour les Bernardins, ça. Mais moi, je suis quand même dans une logique où chacun doit se rendre utile à autrui. Parce que travailler, c'est se rendre utile à autrui. Et c'est autrui qui vous dit en quoi on lui est utile. Ce n'est pas moi qui décide. Donc je pense que je suis dans cette logique que le travail est un mode d'accomplissement de l'individu. Et je dirais, en tant qu'ancien du ministère des Finances, je trouve quand même, alors qu'on a du mal à financer nos retraites, on a du mal à financer notre budget, je ne vois pas très bien comment on pourrait, comme ça, d'un coup, financer un revenu universel. Voilà. Je pense que ce serait une faute anthropologique très profonde. Alors vous avez tous plus ou moins dit que oui, c'est effectivement un sujet en soi. Vous avez tous plus ou moins dit que le développement du robot est quelque part une façon de s'affranchir de la pénibilité et de revaloriser le plaisir au travail. Pourtant, il y a des études, pour n'en citer qu'une qui est certes un peu ancienne, une étude de Philippe Ashkenazi qui s'intitule Les désordres du travail, qui décrit une augmentation croissante des salariés qui souffrent de douleurs physiques. On n'a jamais autant parlé de burn-out. Est-ce que ça viendrait contredire, selon vous, M. Marchandise, l'idée que les robots améliorent nécessairement la donne? C'est des faits qui sont en tension, c'est-à-dire qu'il peut y avoir l'un et l'autre. En l'occurrence, il y a des nouvelles pénibilités. Et il y a des nouvelles pénibilités, probablement exactement pour la raison que Jean-Baptiste de Foucault vient de souligner, qui est liée au partage de la valeur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas prêts à distribuer la valeur d'une façon qui rémunère équitablement le travail des humains par rapport au retour sur investissement du capital. Donc je pense que c'est une difficulté sans laquelle nous serions dans une civilisation de la cueillette, puisque, une fois encore, on produit 10 fois plus de valeur avec le même effort, notamment grâce aux machines. Donc ne faisons pas porter aux machines et aux robots des choses qui ne sont pas de leur ressort. Si je dis qu'il y a des nouvelles pénibilités, je vous donne 2 ou 3 exemples. Premier exemple, c'est le micro-travail, le travail parcellisé. C'est le fait de dire aujourd'hui, une partie de ce qui se passe en ligne, c'est une parcellisation radicale du travail qui peut être décomposée, recomposée et qui fait que des personnes vont être extrêmement mal payées à l'acte, un peu sur le modèle des dockers et pour des ensembles de micro-tâches qui vont être ensuite assemblées par des algorithmes pour produire de la valeur pour on ne sait pas où. Et ça va être aussi bien pour remplir des captcha, vous savez, les choses que seuls les humains peuvent lire et justement pas les machines à la place des robots. Donc c'est un boulot moins qualifié que celui des robots. Donc il y a eu des travaux autour de Mechanical Turk et de ce genre de choses qui décrivent ça. Autre type de tâches, c'est les tâches liées, je parlais des centres d'appel, il y a aussi des rapports qui parlent du voice speaking, hein, de la télécommande des humains par
des machines qui calculent le trajet qu'ils doivent faire dans les centres de logistique pour aller prendre la bonne case en disant va à droite, va à gauche, va au-dessus, etc. Et qu'il ne leur reste finalement aucun temps libre. On est dans des environnements machiniques qui potentiellement vont faire que nous sommes au service de ces machines s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas de réflexion sur les conditions de l'individu au travail. Et on l'est d'autant plus qu'on est dans des contextes dans lesquels les collectifs de travail ne sont absolument plus les mêmes qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il y a au contraire aujourd'hui des choses très sympathiques en sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a recomposition des formes collectives liées au travail, pas forcément à l'intérieur de mon entreprise ou de chez mon employeur, mais en lien avec beaucoup d'autres endroits. Les phénomènes que décrit Michel Lallemand dans L'Âge du fer, c'est absolument du travail d'initiative personnelle et collective en réseau de gens qui appartiennent à des organisations extrêmement diverses. Et à côté de ça, on retrouve une question ancienne comme les questions du travail, où Dominique Méda dit au fond on ne devrait pas nommer de la même façon le travail qu'on fait pour survivre et le travail au travers duquel on s'accomplit. Ça ne devrait pas être le même mot. Et en l'occurrence, ce que raconte Michel Lallemand dans L'Âge du fer, c'est plutôt du travail par lequel on se construit, on s'accomplit, on se relie aux autres, etc. Donc les deux existent et sont en tension. Et potentiellement, je pense que là où il y a des chantiers pour tout le monde, c'est le fait de dire le travail, il y en a énormément et pour longtemps et dans tous les domaines de la société, à condition que les outils nous permettent de le faire et d'y accéder. Là où on a une difficulté, c'est sur l'emploi, c'est sur le fait qu'on veuille bien me payer pour faire ce travail. Est-ce que ce travail que je vais faire pour la société produit de la valeur ? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, dans la répartition de la valeur qui est la nôtre aujourd'hui, on va être d'accord pour me le payer ? Ben, pas toujours. Et parfois, ça fait donc une partie des désastres de la société. En vous entendant les uns les autres, je repensais à cette phrase que vous aviez prononcée, Catherine Simon, si un robot peut faire mon travail, c'est que je fais un travail de robot. Autrement dit, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faudrait réfléchir pour construire le travail de demain et comprendre qu'il y a peut-être finalement davantage de complémentarité que de substitution ? Alors moi, je pense sincèrement qu'il y a complémentarité. Et puis toute la journée, je me dis, j'ai pas eu le temps. Moi, je trouve qu'Internet a raccourci quelque part mon temps parce que je dois être plus instantanée dans mes réponses, je dois réfléchir plus vite, etc. Alors j'ai des outils pour m'aider à réfléchir plus vite, au minimum pour trouver les informations plus vite, c'est l'ordinateur. Mais après, si le robot peut faire un certain nombre de tâches, moi, tout d'un coup, j'aurai le temps. Et j'arrêterai de dire toute la journée, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc il y a ça, c'est la première complémentarité. J'ai plein de choses à faire, y compris plein de livres à lire, me développer personnellement. Je pense qu'on connaît maintenant des tas de ruptures dans sa vie professionnelle, beaucoup plus qu'avant. Avant, on rentrait dans une société, on y restait 30 ans, voir ses enfants travailler dans la même société. Et maintenant, on a beaucoup plus de ruptures. Ces ruptures devraient être non pas honteuses, mais des occasions de découvrir autre chose, de contribuer positivement à la société autrement que par un emploi, de prendre le temps de se développer personnellement. Je suis une grande adepte de la formation continue. Je pense que c'est vraiment intéressant. On a besoin aussi de formation continue, justement pour s'adapter à un monde qui bouge et dans lequel les machines et les technologies, qu'elles soient robotiques, informatiques, électroniques, sont en train de transformer notre environnement, tant au travail ou dans notre emploi que dans notre vie personnelle. Alors si le fait de pouvoir s'orienter vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle, d'ailleurs, est-ce que c'est pas valable pour des emplois plus intellectuels ? Est-ce qu'avec plus de responsabilités, Michel Lallemand, dans le cadre de ce qu'on appelle la société de la connaissance, effectivement, qu'est-ce qu'on fait concrètement des personnes moins diplômées, voire non diplômées, qui représentent quand même 25% des Français ? Oui, c'est le problème d'une société qui est la société française, qui a été en se dualisant. Et même d'ailleurs nos voisins allemands, au fond, un des secrets malheureusement de leur réussite, ça a été de créer un marché du travail dual, avec d'un côté des ouvriers industriels, hommes qualifiés, qui constituent le cœur de ce qu'on appelle le modèle allemand. Et de l'autre côté, ce qu'on ne sait pas assez, c'est toute une série de travailleurs pauvres, pourrait-on dire, des gens qui ont des mini-jobs donc le vrai défi, vous avez raison, c'est de réinventer un espace ou des espaces de travail qui ne donnent pas uniquement la prime aux travailleurs
blancs, hommes qualifiés et qui maîtrisent les nouvelles technologies. Alors, quelles sont les pistes pour ça, Alors, justement? une des réponses à ça pendant très longtemps, ça a été ce qu'on a appelé le tiers secteur, c'est-à-dire qui redonne autrement du sens à un travail que simplement une forme d'engagement au service d'une rentabilité de capitaux qui soit toujours davantage rentabilisée très, très rapidement. Une deuxième piste, je pense, importante, c'est de réfléchir à ce qu'on appelle dans le jargon gestionnaire les formes de management, c'est-à-dire des formes de management, et Jacques-François l'évoquait tout à l'heure, qui ont donné lieu aujourd'hui à de nouveaux mots MAUX du travail et qui donnent la prime aux gens qui acceptent de s'engager le plus. Et donc, accepter de s'engager le plus, ça veut dire accepter de donner sa vie entièrement au travail, de renoncer à la famille, au temps libre, etc., au nom parfois d'une forme d'autonomie qui n'en est pas une. Et donc, c'est de réinventer des formes de management qui soient plus respectueuses, si j'ose dire, des multiples rôles sociaux que nous occupons en tant que travailleurs, en tant que salariés, en tant que père de famille, en tant que militant, en tant que citoyen, tout ce que vous voulez. Et ça évite justement cette grande coupure entre les gens qui sont les plus diplômés, les plus qualifiés, et les plus aptes en termes de ressources à partir vers cette course à la réussite pour lesquelles nous sommes inégalement armés. Alors, finalement, ce que vous dites, ça revient à réfléchir à la façon dont on pourrait intégrer les progrès de la robotique de manière positive pour l'homme. Comment, à votre avis, Jean-Baptiste Foucault, quelles sont vos pistes de réflexion pour les innovations sociales, les réflexions spirituelles, on va parler notamment du sens, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, la question du sens, pour intégrer tout ça de manière positive pour l'homme? Je crois qu'il y a, j'irai dans le sens de ce qui vient d'être dit, mais il semble qu'il y a quand même deux pistes. D'abord, quand même, la question du temps. L'homme d'aujourd'hui est malade du temps. Qu'il soit au chômage où il a un excès de temps qu'il a du mal à utiliser, ou qu'il soit dans le travail où il y a une espèce de compression permanente du temps. Internet qui fonctionne comme une espèce d'énorme aimant qui n'est pas très aimant d'ailleurs. Voilà. Et donc, reprendre la question du temps de travail, des temps sociaux. Il ne faut pas se laisser intimider par les difficultés des 35 heures. Il y a d'autres manières de gérer le temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de temps choisi avec Jacques Delors. Je pense que la question de la réappropriation par chacun de cette valeur fondamentale qu'est le temps est vraiment le premier sujet. Voilà. Et ça doit passer par une piste législative ou par la pédagogie? Non, il faut. Alors moi, je suis pour le dialogue social. Je suis pour qu'on laisse les gens élaborer. Je suis pour qu'on laisse les gens expérimenter sur le terrain pendant 5 ans et qu'ensuite on recalibre éventuellement le code du travail. Mais sur cette question du temps, ça commence d'ailleurs par nous-mêmes. Le premier engagement du pacte civique, c'est prendre des temps de pause pour réfléchir au sens de son action et l'équilibre de ses responsabilités. C'est une doctrine chrétienne classique, ça, hein, l'examen de conscience. Voilà. On doit aujourd'hui prendre du temps pour s'extraire du flow. Voilà. Du workflow et du flow. Voilà. D'ailleurs, il y a des villes qui s'appellent les villes lentes, et vous avez des endroits où aujourd'hui... Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement slow. Exactement, et des endroits où, dans des villes, ils mettent des bancs pour qu'on puisse déjeuner, prendre le temps de déjeuner, alors dehors, hein, du snacking, mais ils mettent des bancs où ils brouillent tous les signaux satellites, etc., pour que vous n'ayez accès à rien. Mais il faut quand même, dans le fameux déversement, quand il y a de la productivité, il faut que l'emploi se déverse, comme dit Alfred Sauvy, dans La machine et le chômage, a expliqué ça de manière définitive. Un des déversements possibles, c'est quand même la réduction du temps de travail. Alors, elle peut être individuelle, elle peut être collective, ça peut être du temps choisi, ça peut être collectif, ça peut être des semaines de 4 jours. Il faut qu'on ouvre le champ des possibles, voilà, qu'on arrête voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire aussi, qui fait que cette question de la robotique crée de l'angoisse, c'est que tout de même, le climat s'est durci dans les entreprises, quand même. Les gens ont le sentiment de ne pas être respectés, d'être effectivement soumis à des normes de production, notamment le management intermédiaire. Il se trouve que je suis président de l'Institut des métiers de France Télécom. Donc, on voit bien que les personnes en difficulté aujourd'hui, c'est le management intermédiaire. Le middle management. Parce qu'il a au-dessous de lui des gens qui souffrent, qui remontent vers lui de la difficulté, et on lui impose des normes de production parce qu'il faut augmenter le taux de rendement. C'est lui le problème en haut. Voilà. Et donc, je pense que
il y a un problème de retrouver le sens du respect. Voilà. Un des engagements que nous avons, pardon de faire publicité, mais c'est dans le pacte civique, c'est de dire que dans les entreprises, les gens qui signent le pacte doivent s'engager à accorder au respect des personnes la même importance qu'au souci de rentabilité. Le souci de rentabilité n'est pas illégitime, mais il ne doit pas prendre le pas sur le respect des personnes. Alors vous avez un peu répondu à la question que j'allais vous poser et que je vais vous poser également à vous, Jacques-François Marchandise, sur les innovations qu'on peut déployer pour accompagner au mieux justement toutes ces innovations techniques, économiques, parce qu'il y a quand même un problème d'accompagnement. Vous avez évoqué à l'instant ce sujet des bancs, la problématique du respect. Selon vous, Monsieur Marchandise, quelles autres innovations on pourrait déployer pour accompagner au mieux tous ces changements dont on a dit qui pouvaient effectivement être un peu anxiogènes pour l'homme? Je pense que moi, je vois les innovations dans trois champs principaux. Un champ qui est celui des transformations organisationnelles. Un autre champ qui est dans celui que mentionnait Catherine Simon, c'est-à-dire du côté de la formation, du côté des façons d'apprendre. Et un autre, c'est du côté de ce qui se passe avec l'individualisation du travail, c'est-à-dire la façon dont on peut imaginer les environnements numériques de la personne, soi-disant plus isolés, plus atomisés, etc., pour se relier à des espaces de travail communs. Le malheur ou la détresse des gens au travail, c'est pas seulement la précarité, c'est l'isolement. C'est-à-dire que le fait de se retrouver, y compris si on est très bien payé, y compris si apparemment on ne fait pas de tâches pénibles, dans des situations d'isolement, c'est quelque chose d'assez terrible. Je reviens sur cette question du temps. Une partie de cette question du temps, c'est la question du vide, entre guillemets. C'est la question des espaces de liberté et de comment est-ce que ces espaces de liberté peuvent être des espaces de manque. Moi, j'ai l'impression que la connexion continue est quelque chose qui va nous relier à ces espaces de manque. Dans un contexte où vous avez mentionné les entreprises, les organisations, nous disons tout ça sous l'angle d'un monde de grandes organisations de travail. Et une bonne partie des gens vivent aujourd'hui dans des petites organisations de travail, dans des micro-entreprises ou dans des contextes professionnels dans lesquels le dedans et le dehors des organisations n'est plus très clair. Et souvent, la frontière entre le dedans et le dehors, c'est la frontière entre stable et précaire, à emploi apparemment identique dans le monde d'hier. Donc quand je parle d'innovation organisationnelle, c'est comment faire pour que le dehors, le deuxième ou le troisième cercle d'un environnement professionnel où peut-être il y a une grande entreprise au milieu, le dehors soit quelque chose qui soit aussi un peu de l'ordre du dedans. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui soit en marge de la société. Alors quand je vous parle de tout ça, c'est la question de la formation que Catherine mentionnait tout à l'heure. C'est pas seulement une question de la formation, c'est une question de culture. Comment est-ce que nous allons vivre dans un univers où notre relation aux machines, notre relation aux robots, la façon dont nous en parlons et dont nous adressons à eux sont au fond de l'ordre du langage, des interactions, des gestes, etc. Donc de choses qui sont anthropologiquement très, 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 très denses. Ça se réinvente, et ça se réinvente sans doute pas par rapport au cadre collectif, très hiérarchisé, très établi, très normé du monde d'hier. Il faut qu'on apprenne à ce que les espaces de la norme soient un peu plus proches de nous, un peu moins donnés par avance et complètement subis, et soient amenés à se réinventer tout le temps. C'est de la culture, c'est de la relation à l'autre, et derrière, ça passe par des formes qui sont de la formation. On a des grandes chances aujourd'hui avec des choses comme le compte personnel de formation et ce genre de choses, d'avoir des nouveaux espaces d'innovation qui vont permettre de faire des choses nouvelles en la matière. Effectivement, vous avez parlé de la formation, c'est une façon d'être un peu actif. C'est vrai vous avez opposé le dedans, le dehors, le collectif, l'isolement. On a tendance à isoler l'attitude active d'une attitude passive. Et ce que vous expliquez justement, Michel Allemand, c'est que l'autonomisation, ce n'est pas une machine qu'on laisse faire dans ce fameux livre que je citais, que ça suppose même d'être très actif. Est-ce que vous pouvez développer, qu'est-ce que ça modifie dans la relation que l'homme développe avec son espace de travail ? En fait, je pense qu'il y a deux enjeux aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait désigner un horizon d'émancipation, disons cela, lâchons le gros mot comme ça. Et il me semble que dans la reconfiguration du travail, dans un nouvel univers, donc la robotique est centrale dedans, on sait que le nombre d'objets connectés va se démultiplier à une vitesse grand V
dans les années à venir, c'est d'arriver à conjuguer, je dirais, ce que j'appelle l'autonomie au travail et l'autonomie du travail. Alors, l'autonomie au travail, c'est le fait d'être capable par soi-même, à un moment donné, de décider quelles vont être les règles de l'organisation de mon travail au quotidien. Et on sait que c'est un facteur d'épanouissement, mais ça peut être aussi un facteur de dépréciation de soi, si en même temps c'est accompagné, comme on le sait, par une contrainte très forte de la part de la hiérarchie, de la part du marché, de la part des clients, etc. Et c'est bien pour ça que de nouveaux mots du travail sont apparus. Lorsqu'on a le sentiment qu'on est un bon à rien, parce qu'on n'arrive pas à respecter l'objectif qui vous a été imputé, on sait ce que ça donne en termes de déconsidération de soi-même, jusqu'à y compris les actes les plus graves. D'où la nécessité, je pense, d'avoir une autonomie du travail qui soit associée à une forme d'autonomie du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles manières d'organisation qui se déconnectent des pulsions immédiates du marché, de la bureaucratie, de la technique. Et c'est peut-être là aussi un des enjeux de la robotique, que nous ne devenions pas esclaves de la robotique et des nouvelles contraintes que nous pourrions subir, alors même que c'est nous qui avons inventé ces robots-là. Et cette alliance-là, c'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que ces nouveaux lieux qu'on appelle les hackerspace, les Fab Labs, me semblent si intéressants parce que là, les gens redonnent du sens à leur activité en étant maîtres au fond de leur activité, mais sans forcément lier ce qu'ils font à des enjeux de type marchand, etc., juste pour le plaisir. Retrouver le plaisir dans ce que l'on fait, c'est à mon avis un des enjeux majeurs, précisément pour ne pas être esclave de toutes ces machines, de tous ces systèmes que nous-mêmes, nous avons contribué à construire. Alors justement, vous nous apportez une transition idéale vers la question que je voulais vous poser à tous, et à commencer par vous, Catherine Simon. Vous l'avez dit, maintenant que le robot est là, la question n'est pas de... voilà, il n'y a plus de question. La question, c'est plutôt quelle relation inventer entre l'homme et le travail. Et justement, selon vous, Madame Simon, quelle nouvelle relation on peut mettre en place? Déjà, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut réinsister sur une approche humaine, finalement, de ces technologies. Elles sont là pour nous aider, pour contribuer positivement à notre bien-être et notre confort. Et c'est de notre responsabilité sociale et sociétale d'entreprise, de chef d'entreprise, mais aussi de notre responsabilité individuelle. Qu'est-ce que je veux que cette machine fasse pour moi, et ce que je ne veux pas que cette machine fasse pour moi, ou là où elle ne me remplace pas. Je ne connais plus aucun numéro de téléphone par cœur, même pas celui de mes enfants. C'est idiot. J'ai laissé ça à une machine le jour où donc j'en suis dépendante. Maintenant, je suis en train de les réapprendre parce que je me suis reposé la question de est-ce que je veux vraiment que cette machine le sache pour moi. Et la deuxième, donc la responsabilité sociétale, c'est cette approche humaine des technologies. Si on vient enlever de la pénibilité du travail, voire substituer un robot, un humain par un robot parce que son travail est pénible ou était un travail de machine, il faut que j'invente à côté un nouveau service qui fasse ce qui est intrinsèquement ma raison d'être, c'est la relation humaine. Donc je prenais cet exemple dans l'aéroport où ok d'enlever ces dames qui ne font qu'imprimer une carte d'embarquement et mettre une étiquette sur une valise. Ça, c'est déjà remplacé plus ou moins par des bornes. Mais alors qu'on les sorte de leur comptoir, qu'on leur laisse un travail, elles ont un travail d'assistance. Normalement, quand j'ai un problème, qu'elles se promènent dans l'aéroport, puis quand elles voient une famille pleine de bagages avec des enfants qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont fatigués, qu'elles aillent au-devant et qu'on soit vraiment dans la relation. Donc, il ne faut pas que les machines déshumanisent notre monde. Au contraire, il faut qu'ils nous permettent d'avoir le temps de cette relation humaine qui est si importante. Et de faire évoluer certains emplois vers de nouvelles formes. Vers des formes de relations humaines où on puisse exprimer cette humanité et ce caractère social de l'humain. Et la deuxième, pour moi, c'est tous ces modes collaboratifs et qui font très attention à être contributifs à la société, qu'on voit naître un petit peu de partout. Aux États-Unis, vous avez le phénomène de l'impact investment, où aujourd'hui, les investisseurs financiers ont signé une charte comme quoi ils n'investiraient que dans des entreprises qui ont pour première mission de contribuer à la société et comme deuxième mission d'être profitables et de servir leurs actionnaires. Ils ont créé les B Corp, qui sont ces nouvelles formes de société ou les small business, ça s'appelle aussi, qui remplacent la Inc.
et où le premier objectif, quand vous incorporez une Inc. Aux États-Unis, c'est de servir les actionnaires. Le premier objectif d'une B Corp, c'est de servir la société et d'être profitable. Jean-Baptiste de Foucauld, selon vous, même question, comment est-ce qu'on peut réinventer la relation entre l'homme et le robot au travail et dans quelle mesure est-ce que ça suppose, un peu comme vous le disiez avec l'exemple de ces hôtesses, dans quelle mesure est-ce que ça suppose une nouvelle appréciation du travail? D'abord, je voudrais rappeler qu'ici au Bernardin, on a aussi travaillé sur l'idée de réforme de l'entreprise, sur l'idée d'une entreprise qui intègre plus les parties prenantes et dont l'objet social, c'est l'intérêt général, le profit étant un moyen. Donc c'est aussi je pense profondément que la révolution, elle réussira si elle est accompagnée par un mouvement de société profond qui se sert des marges de manœuvre que vont donner les gains de productivité dus à la robotisation pour régler les problèmes que nous n'avons pas su régler depuis 30 ans, parce que c'est quand même ça le problème français. Voilà. Sinon, moi, si vous voulez, je reviens un peu à la grande tradition de la théologie du travail. Le père Chenu, le vieux père Chenu, j'ose dire, disait le but du travail, c'est la perfection de l'œuvre et la perfection de l'ouvrier. Voilà. Aujourd'hui, la notion d'œuvre et d'ouvrier sont plus tellement présentes dans ce travail, dans la division, mais c'est quand même la perfection de l'action et c'est la perfection de la relation. Et donc, je pense que le travail, c'est quand même fondamentalement de se rendre utile à autrui. Voilà. Quand un travail ne se rend pas utile à autrui, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et donc, c'est quand même ça qui, en définitive, fait qu'on maîtrisera le robot. Voilà. C'est quand même d'avoir en permanence ce sentiment d'être utile à autrui, utile à la collectivité. Et ça, c'est un travail spirituel, au fond, ou éthique, disons, parce que tout le monde peut admettre cette question. C'est quand même... voilà, je pense qu'on est dans une période où on retrouve qu'on a besoin des autres pour être soi-même et que le travail est un des moyens par lesquels cette liaison se fait. Jacques-François Marchandise, même question, même punition. Comment on peut réinventer une nouvelle relation entre le robot et l'être humain, de façon à ce que les choses se passent de manière plus harmonieuse et plus fluide? Moi, j'ai une clé de lecture assez simple là-dessus. Je pense qu'on est malheureux quand on subit et qu'on est beaucoup plus heureux quand on fait. Donc, une partie de tout ça est racontée dans le titre du livre de Michel, L'âge du faire. C'est quand on est en situation de faire, particulièrement autour des robots, c'est quelque chose qui est possible. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui va se jouer aujourd'hui, c'est que des enfants vont apprendre à faire, à démonter, à remonter, à explorer des robots. Et si on a des marges de manœuvre, si on a des possibilités de modifier la donne, ça se passe plutôt bien. Si on n'en a pas, ça se passe plutôt mal. En l'occurrence, ce qui va être le point clé, c'est pas robot ou pas robot, c'est monde ouvert, monde fermé. C'est-à-dire la possibilité de la bricolabilité, la possibilité d'agir sur les environnements dans lesquels on est, et puis l'intention ou non d'avoir des environnements qui sont capacitants, qui parient sur les capacités humaines plutôt que sur le remplacement des humains. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est une chercheuse tout à fait passionnante qui s'appelle Anne-France Cogan, qui a travaillé plus particulièrement récemment sur l'espace de travail des routiers, les cabines des routiers, qui sont à peu près l'extrême des deux choses. Ils sont à la fois l'extrême du contrôlé, prescrit, suivi à la minute, dans le temps, dans l'espace, dans les actes, dans le corps et ainsi de suite. Et puis l'inverse, c'est-à-dire un espace de vie privée extrêmement connecté à la famille, extrêmement lié au divertissement, extrêmement lié au père. Et donc ça veut dire qu'on est tout le temps à devoir gérer ces équilibres-là. La technique, c'est du pouvoir. Les robots, quelque chose de ça, et de la cybernétique, ça gouverne. Et à un moment donné, est-ce qu'on pourrait imaginer comment ne pas trop être gouverné par les autres, mais comment se gouverner soi-même ou soit ensemble? En 2 minutes, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes malheureusement, Michel Lallemand, sur cette même question. Je suis complètement d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues. Je le dirais un peu autrement en disant, ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment aujourd'hui, dans le travail, les gens s'y retrouvent en termes identitaires. Pour le dire très simplement, il y a pendant la période, ce qu'on appelle taylorienne, fordienne, etc.,
la façon de se construire dans le travail passait par une forme d'assimilation à des collectifs extrêmement soudés. Et donc avec de la solidarité très forte, y compris dans les situations les plus dominées, hein, dans les positions d'OS, etc. Les collectifs existaient parce qu'ils arrivaient à construire des règles de détournement qui donnaient un sens au travail, parce que le groupe existait par opposition à des formes de contrôle qui étaient verticales. Donc aujourd'hui, tout ça se défait, et ça a un lien extrêmement étroit avec les transformations technologiques. La robotique participe d'une nouvelle reconfiguration du travail qui va de pair avec de nouvelles exigences dans la façon de se construire soi-même en tant qu'individu dans le travail. Et donc le vrai pari, c'est d'être capable d'inventer des espaces qui sont respectueux des personnes, mais sans forcément se fondre dans des collectifs qui étaient des collectifs anciens qui ne fonctionnent plus de la même manière, et donc de tisser de la solidarité, de la reconnaissance dans des espaces de travail qui en même temps reconnaissent la singularité des salariés dans ce qu'ils sont de plus subjectif, je dirais. Alors vous l'avez dit tous les quatre, hein, on voit bien la question n'est plus de savoir aujourd'hui si oui ou non l'automatisation va détruire des emplois, mais plutôt de s'interroger sur toutes les solutions envisageables qui vont permettre de pallier ces transformations à venir. Merci en tout cas beaucoup à tous les quatre pour vos éclairages. Je précise que jeudi prochain, le 8 octobre, se tiendra ici même au Collège des Bernardins une journée d'études sur le thème robot, travail, intelligence, hein, donc un thème très similaire à celui qu'on a évoqué ce soir, une journée d'études dans le cadre de la chaire des Bernardins, l'humain au défi du numérique. Quant à nous, nous nous retrouvons mardi prochain autour de l'étonnante et paradoxale figure de Bernanos que nous redécouvrirons ensemble à travers sa vision de l'Église. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.